Bonjour à toutes et tous, toutes pour l'instant. Donc pour me présenter en 2 mots, moi je suis Nina Cartier, je suis consultante chez Wineo depuis 3 ans maintenant et j'ai occupé des postes plutôt de chef de projet fonctionnel ou product owner. Et aujourd'hui, en fait, je vous propose, le webinaire sur le thème de management bienveillant. Et je peux commencer peut-être par pourquoi en fait le choix de ce thème. Et en fait, pour moi, donc ça fait plus de 15 ans que j'ai commencé ma carrière et c'est vrai que je constate de plus en plus qu'il y a des difficultés en entreprise qui sont liées au bien-être des salariés et à la santé mentale des salariés. Et donc, aujourd'hui, on voit que, par exemple, un collaborateur sur 4 peut être en santé mentale dégradée, avec des répercussions qui sont liées, à son travail, donc de type, dépression, un grand épuisement. Donc j'ai trouvé des chiffres qui sont quand même, assez alarmants aujourd'hui. Donc par exemple, un collaborateur sur 2 qui déclare que son manager peut être une source de stress quotidienne. Ou alors, plus de la moitié des salariés qui quittent une entreprise à cause de leur manager. C'est-à-dire que c'est pas parce que, les salariés ne sont pas contents de l'entreprise, de leur poste, du métier. Ils adorent leur métier, ils ont peut-être même de bonnes conditions, un bon salaire et cetera, mais vont quand même essayer de changer d'entreprise parce que, ils sont pas satisfaits de leur manager ou de la relation à leur manager. Et pour l'entreprise, en fait, tout cela a un coût. Donc il y a déjà le coût de l'absentéisme, voire des arrêts de travail, quand on est épuisé ou, quand on n'en peut plus, mais aussi le coût du turnover qui peut être, vraiment important et qui peut représenter, 6 mois de salaire annuel d'un salarié. Donc, en fait, tout ça pour dire que, un management qui est inadapté, qui dans certains cas peut être toxique, peut faire fuir les talents de l'entreprise. Donc, il faut faire attention. Et justement, l'idée aujourd'hui, c'est de voir, comment faire autrement, de voir qu'il y a une autre voie possible, et que le management bienveillant, justement, avec les valeurs, telles que le respect, la confiance, l'équité, ça peut vraiment changer la donne. Je ne sais pas si de vous, de votre côté, vous avez des attentes en particulier ou est-ce que vous voulez aborder, certains certains thèmes aujourd'hui? Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment. Comme ça, je vais dérouler, ma petite présentation, si ça vous va. Puis je vous vois pas, donc si jamais vous levez la main, dites-moi s'il vous plaît. Tout est bon pour Heu, l'instant, merci. Ça marche, pas de souci, ouais, OK. on te dira si on a besoin de précision. Donc je voulais commencer justement par les mauvais exemples et par, ce qu'on appelle le management toxique et d'abord je voulais voir avec vous, est-ce que peut-être dans votre expérience professionnelle, vous avez eu des expériences qui étaient plutôt mauvaises, qui se sont pas bien passées? Et si quelqu'un souhaite partager tout simplement son expérience. Yes, no. Je sais que c'est pas évident. Après, C'est déjà eu. Philippine, elle veut parler, je crois. Un exemple, effectivement, dans son expérience, c'était pas tant au niveau de la relation avec le manager qui était bonne, c'était plutôt sur la clarté des objectifs. oui, Voilà, j'ai intégré l'entreprise, et en fait, parfois je ne savais pas vraiment ce qu'on attendait de moi, ce que je devais faire au quotidien,
Et du coup, voilà, la relation était bonne, mais il y avait un peu de la démotivation parce que je ne savais pas quelles étaient ce que je devais faire. Oui, oui, oui. Bah, ça fait partie d'un des signes qu'on va voir ensemble, effectivement. Donc, quand on a des objectifs qui sont un peu flous, ou en fait on n'a pas de vision à long terme et on ne sait pas vers quoi aller, bah, effectivement, ça peut être compliqué. Et, euh, et ouais, ça nous démotive et parfois ça peut nous faire partir même de l'entreprise. Ok. Donc, par exemple, le premier signe, ça peut être le manager qui change constamment les priorités. Donc, ça peut être souvent déstabilisant. Quand vous travaillez sur quelque chose, je sais pas, on vous dit ce mois-ci, l'objectif c'est de se concentrer sur telle ou telle mission. Et en fait, on arrive en cours de route et on change complètement cette priorité. On vous dit, ben non, c'est plus la mission A, maintenant c'est la mission B. Et moi personnellement, ça m'est arrivé où justement ça changeait assez souvent d'une semaine à l'autre. Et même que, par exemple, on avait des reporting weekly avec le manager. Et donc, le manager, en cours de semaine, te change la priorité. Mais après, la semaine d'après, il va te dire, ah oui, mais en fait, tu en es où du projet A, celui qu'on a laissé de côté. Mais en fait, comme s'il avait oublié que bah, c'est lui qui m'a demandé de plus travailler dessus et de me mettre sur le projet B. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut poser problème. Ensuite, bah, c'est justement le manager qui vous laisse avancer sans vision claire ou sans objectif clairement défini. Donc, c'est quelque chose que tu disais, Philippine. Après, un autre signe, ça peut être le manager qui refuse de s'adapter aux nouvelles méthodes ou aux nouvelles idées de travail. Donc, par exemple, quand les collaborateurs proposent une autre manière de faire, et quand on voit que toujours, en fait, c'est refusé, le manager veut toujours garder son process ancien parce qu'il pense que bah, c'est ce qui marche plus. Ça peut être démotivant à force, en fait, pour les salariés qui, du coup, bah, sont de moins en moins naturellement force de proposition. Ensuite, donc, on peut avoir le manager qui est un peu contrôle fric, qui veut contrôler chaque détail qu'on fait, qui veut avoir un reporting presque au quotidien de nos tâches, de nos activités. Après, un autre signe, c'est le manager qui ne reconnaît pas les efforts et qui ne reconnaît pas les réussites de son équipe. Donc, par exemple, les réussites qui passent pour quelque chose de normal, c'est-à-dire que vous remplissez vos objectifs et à peine on vous félicite en fait, parce que c'est quelque chose de normal. Ou alors, quand les objectifs ne sont pas remplis, ben, on ne reconnaît pas en fait les efforts qui ont été quand même fournis dans cette tâche, dans cette action que vous avez effectuée. Alors j'en ai d'autres des signes de management toxique. Euh, alors il peut y avoir des managers, j'en ai pas vraiment beaucoup vu, mais qui font vraiment du favoritisme, qui peuvent privilégier certains employés à votre détriment. Ensuite, on peut avoir des managers qui rejettent la responsabilité des erreurs sur vous. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Moi, je considère en tout cas quand on fait une erreur, quand on travaille en équipe, bah, c'est une erreur d'équipe. C'est tout le monde devrait se sentir responsable. Et on peut avoir des managers qui essayent de chercher justement le fautif et de pointer du doigt. Et ça, c'est vraiment pas super. Euh, on a les managers qui adorent critiquer justement ce qui a été mal fait.
et donc ne pas voir les réussites et ce qui a été bien fait, bien accompli. Ensuite, alors ça c'est vraiment un comportement toxique, les managers qui s'attribuent les réussites de leur équipe. Donc quand on a un projet qui a été extrêmement bien mené, en fait c'est le manager ensuite qui va uniquement communiquer auprès de la direction, qui va prendre cette réussite pour sa réussite personnelle, peut-être sans mentionner toutes les personnes de l'équipe qui ont travaillé sur ce projet. Et en dernier, c'est le comportement du manager qui dit A et fait B. Donc où ses actions en fait ne suivent pas ses paroles. Ça m'est pas vraiment arrivé, mais je sais que ça peut exister où, par exemple, vous pouvez avoir des managers qui disent: «Oui, oui, je suis, disponible, tu peux venir me parler n'importe quand» et en fait, quand on demande, une réunion parce qu'on a besoin d'aide, on a une question, on voit que le planning du manager est complètement rempli, il n'a pas du tout de temps de nous recevoir et ne répond pas trop à nos sollicitations et essaye essaye de faire en sorte, débrouille-toi tout seul et de nous laisser un peu patauger là-dedans. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez fait expérience d'un ou plusieurs de ce style de management ou de ces signes. Mais en tout cas, moi, dans ma carrière, Moi, j'en ça ai. m'est jamais arrivé. J'ai eu de la chance. Ça m'est jamais arrivé Après, jusqu'ici. je pense que chez Wineo, enfin, en tout cas, moi, l'impression que j'ai, c'est que nous avons plutôt une culture qui est autour de la bienveillance. Donc, effectivement, les personnes qui sont en interne, je pense que ça va être compliqué de me trouver des exemples comme ça. Mais après, peut-être pour les autres, pour les consultants qui ont changé de plusieurs fois d'entreprise, euh, on peut en voir. Moi personnellement, j'étais en alternance et en fait, j'avais une manager déjà qui était pas présente, puisque surtout qu'en alternance, on a quand même besoin d'accompagnement, que quand même le manager, enfin, vérifie ce que tu fais, et cetera. Elle était souvent en télétravail, par exemple, alors que je venais au bureau, donc je me retrouvais seule à faire les choses toute seule, quoi. Et Mhm, derrière, il y avait pas de vérification, il y avait pas de gratitude, il y avait pas de feedback, et cetera. Donc j'étais un peu trop autonome, on va dire. Je savais quand même que je faisais les choses correctement parce qu'elle utilisait les documents, et cetera, que je faisais. Mais après, derrière, voilà, il y avait pas forcément de suivi. Enfin, après, c'est un trait de caractère, hein, mais elle était un peu moody, on va dire. Donc, des fois, elle était gentille, des fois, elle était un peu distante et pas de retour, rien du tout. Donc, mhm. j'en profitais des moments où elle était quand même assez bien pour avoir quelques feedbacks et savoir comment avancer. Mais oui, la plupart du temps, c'était un peu critique parce que voilà, on était un peu dans le flou. Pareil, il n'y avait pas forcément d'objectif à long terme ou quoi que ce soit. Donc, je Mhm. savais inévitablement que j'allais pas rester là, voilà. Mais voilà, quoi, c'était un peu flou. Ok, je vois. Et Moi, bonjour, Di. Ouais, moi, je l'ai plutôt bonjour, vécu désolée, j'ai côté rejoint un peu en RH. retard. Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, je l'ai constaté aussi, mes côtés RH, où les collaborateurs venaient plutôt me voir pour me faire part justement de ce management toxique et pour pouvoir trouver des solutions. Donc moi, ça n'a pas été rare, notamment chez Atos, où on pouvait se permettre, parce qu'il y avait une grosse structure, de pouvoir déjà recevoir le manager et puis lui évoquer le sujet. Et si vraiment c'était plus possible, de pouvoir aussi mettre le collaborateur dans une autre équipe et dans un autre service pour éviter justement... c'est aussi le caractère des uns et des autres qui fait que on se laisse bouffer ou pas par son manager. Il y a des gens qui ont un Mhm. tempérament face à un management toxique pour répondre et ils sont armés, et il y en a d'autres qui le sont moins. Et c'est tout le rôle aussi des ressources humaines de pouvoir accompagner ces gens-là. Ouais. Oui, c'est vrai. Je voulais pas trop m'attarder justement sur ce sujet, mais en annexe de la présentation, je vous ai mis quelques tips de comment s'en sortir, justement. Quand on fait face à un manager toxique,
quelles sont les actions qu'on peut mettre en place. Et donc effectivement, une des actions, ce serait en parler en interne au RH, à nos collègues, etc. On peut en discuter si vous voulez en fin du webinaire, si on a le temps. Donc ici, je vous ai mis juste une slide sur justement les mots qui peuvent construire ou détruire une équipe. Donc en gros, à gauche, ce que dirait un petit chef, un manager plutôt défaillant, voire toxique, et de l'autre côté, ce que un manager bienveillant dirait à la place. Donc typiquement, le manager toxique, il veut pas que vous preniez des initiatives du style ne commence pas sans mon accord. Et justement, le manager bienveillant, il dit plutôt, je te fais confiance, prends des initiatives, je pense. Ou par exemple, pourquoi tu m'as pas mis en copie de ce mail? Et le manager bienveillant qui dit, partage-moi l'essentiel, je n'ai pas besoin d'avoir tous les détails de comment tu avances sur telle ou telle tâche ou tel projet. Justement, je veux un point tous les jours sur ton avancement. Tiens-moi au courant des étapes clés. Le projet n'est toujours pas terminé. Et le manager bienveillant qui dirait où tu en es du projet, est-ce que tu as besoin d'un coup de main, est-ce que tu veux qu'on en parle? Pourquoi tu n'étais pas à ton poste à 9 heures, par exemple? Sois libre de ton organisation. On peut très bien comprendre les personnes qui arrivent un peu plus tard un matin parce que, je ne sais pas, elles ont eu un rendez-vous chez le dentiste, n'importe quoi. Si le travail au final est fini, si les objectifs sont remplis, si la personne récupère ce temps de travail perdu plus tard dans la journée, ce n'est pas grave. Ok. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie-là ou on peut passer du coup au principe du management bienveillant? C'est bon pour moi. Merci. Donc du coup, le premier principe, c'est justement avoir une communication claire et transparente. Donc communiquer les infos de manière respectueuse et sans agressivité, ça va de soi. J'ai envie de dire, ça devrait être le standard. Mais aussi, ce qui est très important, je pense, c'est de partager avec ses collaborateurs les informations importantes, les objectifs à long terme. Pourquoi pas même expliquer certaines décisions de la direction. Je trouve que on travaille mieux quand on comprend un peu pourquoi on nous demande de faire les choses, pourquoi telle ou telle décision. Je sais pas si vous, c'est aussi votre ressenti, mais dans mon travail, même quand je travaille avec des personnes techniques, des développeurs, même les développeurs, ils ont envie de savoir, en fait, pourquoi tu me demandes de la création de telle ou telle nouvelle page, qu'est-ce que ça va apporter? Et justement, quand on peut expliquer les avantages que cela amène, je trouve qu'ils sont en fait plus impliqués dans le travail, ça se passe mieux. Donc, par exemple, on peut prendre le temps d'expliquer les raisons d'un changement d'organisation, plutôt que de dire c'est comme ça et point barre. Ensuite, donc le deuxième principe, c'est la reconnaissance et la valorisation du travail. J'en ai déjà parlé un petit peu avant. C'est justement le manager qui exprime de la gratitude et qui souligne les efforts, pas seulement les résultats. On peut avoir des projets qui peut-être ne se sont pas très très bien passés à 100%. On a peut-être rempli 90% des objectifs, ou le projet il nous a pris plus de temps que prévu. Mais on essaie quand même de souligner les efforts des collaborateurs et de les remercier de ces efforts-là. Et on valorise justement
les réussites. Alors, la valorisation, ça peut être plusieurs manières différentes, mais pourquoi pas de communiquer, je sais pas, quand en entreprise, vous avez un temps où toute l'équipe en fait se réunit, on peut mentionner que telle ou telle personne a finalisé le projet XY avec succès. Ou même, pourquoi pas, mentionner par mail quand on fait un reporting à la direction, mettre les personnes qui ont travaillé sur ce projet en copie, avec un simple merci, c'est déjà très bien et ça motive en fait les collaborateurs. Donc là, comme exemple, on va dire un simple merci où ton travail a eu un vrai impact. Ça fait quand même la différence et ça renforce la motivation. Est-ce que vous verrez peut-être d'autres manières de montrer la reconnaissance ou la valorisation? Yes, no. Ça peut être aussi, pourquoi pas, inviter toute l'équipe à la fin du projet à un déjeuner d'équipe pour voilà, pour passer un bon moment tous ensemble, des choses comme ça. Enfin, rien de méchant, mais voilà. Donc après, on va passer au principe qui est l'écoute active et l'empathie. Donc là, c'est vraiment le manager qui devrait prendre le temps d'écouter sincèrement ses collaborateurs et pourquoi pas les écouter, enfin, prendre ce temps en one-to-one, c'est encore mieux si on peut avoir un peu de temps en tête-à-tête avec chaque personne de son équipe. Et ça nous permet justement à mieux cerner les collaborateurs, à comprendre quels sont leurs besoins, est-ce qu'ils ont des difficultés, est-ce qu'ils ont des contraintes en particulier, etc. Donc, ça peut aboutir à, pourquoi pas, adapter temporairement les objectifs quand le collaborateur traverse une période difficile ou, je ne sais pas, si le collaborateur vous dit qu'il a peut-être besoin d'aide, donc rajouter une nouvelle ressource, si c'est possible, sur le projet, temporairement pour justement l'aider à remplir les objectifs. Enfin, on peut voir vraiment plein de manières différentes. Ensuite, un des autres principes, c'est le droit à l'erreur. Donc, on en a déjà parlé un peu. L'erreur, elle devrait pas être perçue. Enfin, on devrait pas avoir peur de faire des erreurs. Bien sûr, on va en avoir au cours de notre expérience professionnelle. L'idée, c'est justement de voir l'erreur comme une opportunité d'apprentissage et pas comme une faute. Donc, quand il y a quelque chose qui s'est mal passé, pourquoi pas on peut prendre cette leçon et revoir, par exemple, notre process, rajouter de la documentation, enrichir la documentation pour que le prochain projet que l'on va faire avec ce process-là se passe le mieux possible. Et dans dans cet esprit-là aussi, on peut avoir le manager qui va agir comme un coach, donc qui va en fait nous aider à nous accompagner au maximum et voir justement comment on peut grandir, comment on peut tirer des enseignements, des projets précédents, des choses qui sont arrivées, qui se sont pas très bien passées. Donc là, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation pour faire mieux la prochaine fois? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à m'interrompre. Si vous avez des exemples aussi, peut-être, ou,
ça vous est arrivé où justement, il y avait une erreur et en fait, ça vous a ça vous a aidé de grandir déjà comme vous ou comme équipe et à vous améliorer pour le futur. Donc ensuite, le principe très important, donc c'est le soutien à l'autonomie et au développement des collaborateurs. Donc là, le manager, il a vraiment tout intérêt à encourager la montée en compétences des collaborateurs, la prise d'initiative, l'autonomie et la responsabilisation. On a tout intérêt justement à déléguer au maximum et en confiance et vraiment sortir du micromanagement. Donc là, l'exemple comment on accompagnait les salariés, je te fais confiance, tu as les compétences pour mener ce projet. Bien sûr, rester tout en restant disponible. C'est-à-dire que quand le salarié a besoin d'aide, quand on a besoin de trancher, de prendre une décision, ou je sais pas, on a besoin d'un sponsor parce qu'on travaille avec des équipes, d'autres équipes externes, le manager doit être là, mais voilà, toujours agir en confiance. Et le dernier principe dont je voulais vous parler, c'était le respect de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour le bien-être global des salariés. Donc là, c'est par exemple éviter de sursolliciter en dehors des horaires de travail, d'éviter d'envoyer des mails hyper tard ou même des questions, des conversations sur Teams. Ça peut être vraiment, ça peut être une vraie différence. Et aussi, si l'entreprise le permet, offrir un peu plus de flexibilité. Donc notamment en termes des horaires de travail ou du présentéisme si la personne a besoin, je sais pas, un jour dans la semaine partir plus tôt, pourquoi pas le permettre, ou si la personne a besoin de commencer plus tard un matin ou de s'absenter entre midi et deux. Enfin voilà, vraiment trouver des solutions pour sortir de ça et c'est vraiment motivant pour les salariés. Je sais pas, par exemple, donc on peut éviter d'envoyer les messages tard le soir. Donc dans Outlook, par exemple, c'est possible de programmer l'envoi des emails. Tout le monde ne le fait pas. Moi, j'ai été souvent dans des équipes où justement, les gens répondaient un peu n'importe quand. Même c'était la course à celui qui envoie le mail le plus tard possible. Mais c'est bien que voilà, si on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Je sais pas J'ai juste quelle est une petite votre. anecdote. Ouais, Chez Atos, le DRH France, il envoyait des mails hyper tardivement aussi et il mettait toujours au démarrage de son email. Cet email n'a pas pour vocation d'être lu ni traité à l'heure à laquelle je l'adresse, mais c'est pour une organisation personnelle. Donc, du coup, il se dédouanait en disant, je ouais, vous c'est dis pas ça. de le lire et de le traiter maintenant, mais je vous l'envoie là parce que ça m'arrange. Donc, c'était très drôle. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense que certains managers arrivent à le comprendre, mais après, c'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple, nous on avait Teams, et donc il y a beaucoup de personnes qui vont installer Teams sur leur téléphone perso. Et du coup, tu peux avoir des notifications et même le fait d'avoir des notifications alors que tu es en dehors de tes horaires de travail, tu as toujours envie, cette curiosité de consulter, d'aller regarder en fait. Et déjà, tu penses au travail, à ce qu'il faut Bien faire, sûr. à tes objectifs. Après, c'est Donc à voilà. chacun aussi de mettre des limites, hein. T'es pas obligé de l'installer sur ton téléphone perso Oui, ou bien tu peux sûr, ne pas mettre des notifications. Donc, c'est aussi à chacun de mettre des barrières. exactement.
exactement. Donc j'espère que, ça a été clair pour vous. Je ne sais pas si, vous avez d'autres, peut-être d'autres choses à partager à ce sujet-là? Pour ma part, non. Oui, OK. peut-être rajouter le fait de peut-être organiser des team building, des retours d'expérience, des choses comme ça, mettre tout le monde autour de la table. Et comme tu avais Ouais, dit, Nina, des déjeuners d'équipe, des choses comme ça qui peut toujours solidifier tous les collaborateurs. oui, carrément. C'est important et donc c'est bien que tu en parles donc parce que là du coup on va faire un peu plus un deep dive dans comment mieux connaître son équipe et ses collaborateurs. Et donc on va parler de la méthode DISC. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Je pense peut-être des personnes comme Stéphanie qui ont une formation RH. Non, pas Euh, spécialement. pas spécialement, d'accord. Non, je vais découvrir. Ouais, je me suis dit, ouais. Ok. Donc, pourquoi je souhaitais vous parler de la méthode DISC? Parce que du coup, quand on est, quand on est face à une équipe composée d'individus différents, bah, on est tous différents. On peut avoir des styles de communication différentes qui sont liés justement à notre personnalité, à nos comportements. Et donc, l'idée de la méthode DISC, c'est de s'adapter à chaque collaborateur, trouver un style de communication, un mode de communication qui, qui est un peu plus personnalisé et voir comment en fait on peut motiver de manière plus intelligente nos collaborateurs, comment améliorer la coopération déjà au sein d'une équipe et développer le potentiel de chaque collaborateur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais par exemple, quand on a des réunions d'équipe, avec une équipe qui est quand même importante, où vous pouvez avoir 8 ou 10 personnes autour de la table, euh, c'est le manager qui anime la réunion et par exemple, il va nous parler d'un nouveau projet. On va constamment se retrouver avec toujours les mêmes personnes qui parlent et d'autres personnes qui sont plutôt silencieuses, qui vont rien dire, mais qui, après la réunion, vont par exemple poser des questions au manager, soit en tête-à-tête, soit par Teams, qui vont avoir besoin de plus de détails, des choses comme ça. Et ça, c'est tout simplement parce on est différents. Il y a des personnes qui sont plus extraverties, il y a des personnes qui sont plus introverties. Donc justement, la méthode DISC, ça permet de catégoriser un peu les personnes en 4 profils. Donc on va les voir un par un. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps, mais je vous ai envoyé le lien justement vers un petit questionnaire qui vous permettait de découvrir quel est votre profil. Quel est votre profil principal. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir et, et de faire ce questionnaire. Oui, on l'a fait. Enfin, moi, je l'ai fait. Philippine aussi. Je crois que Sarah aussi. Ce que j'ai vu, on l'a mis sur le groupe d'échange sur Steeple, le Ouais, résultat. moi je l'ai fait, mais j'ai pas eu le résultat par mail. Je sais pas. Ah, est-ce qu'il n'est pas arrivé peut-être dans tes spams? Ouais, j'ai regardé dans les spams, j'ai pas trouvé. Parce que moi, je l'avais fait, je l'ai bien reçu. Et donc, là, pour vous montrer que il y a 4 profils. Après, si vous voulez, on peut faire le tour de table et parmi les personnes qui ont passé le test pour dire déjà quel est votre profil. Enfin, je pense que ça peut intéresser les autres. Et déjà, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce profil-là? Ouais, moi j'étais jaune et vert, ou vert et jaune, je sais plus parce qu'avec Philippine, on est les mêmes couleurs mais inversées. Je crois que j'étais jaune et vert, moi.
Ok. Et par rapport au descriptif qu'ils avaient donné, ça, en tout cas sur les points d'attention, ça me correspondait plutôt bien. Les points positifs aussi, mais les points négatifs, entre guillemets, de la personnalité, ça me correspondait plutôt bien. Mhm. Ouais, moi aussi, je me suis bien reconnue dans les différents points. Et il y avait aussi une partie où qu'est-ce qu'on attend de notre manager, et c'est vrai que c'était ça. Et moi Ok. aussi, du coup, j'ai fait le test et effectivement, moi, j'étais donc plutôt vert avec pas mal de jaune et de bleu et très peu de rouge et je suis d'accord avec toi. Le profil me correspondait bien, quoi. Ok. Ok. Alors, il faut savoir que cette méthode, l'outil disque, donc en fait, il a été publié, tenez-vous bien, en 1928. Donc là, je vous ai sorti un truc qui date de presque il y a 100 ans, mais qui est toujours valable et qui va peut-être vous aider justement à mieux interagir, bah, déjà entre collègues ou avec votre manager. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, en premier, vous avez le profil dominant. Donc ça, c'est le rouge. Donc là, ce sont des personnes qui sont décisives, directes, confiantes. Donc leur objectif dans le travail, c'est obtenir des résultats. Et ce sont les personnes qui sont motivées par le défi, par la compète, par la gagne, l'efficacité. Je ne sais pas si vous reconnaissez déjà dans l'entreprise le profil typique, par exemple, de votre collègue, de quelqu'un qui peut être de ce type-là. Ça peut être souvent des ingénieurs commerciaux. En tout cas, le dominant, ce qu'il n'aime pas, c'est perdre son temps, justement. Il n'aime pas passer trop de temps en réunion. Il n'aime pas qu'on le bloque, qu'on l'empêche d'avancer. Et par contre, il peut y avoir des défauts. Donc, les défauts comme par exemple le manque d'empathie, l'impatience ou une certaine impulsivité. Ce sont même des personnes qui peuvent paraître parfois agressives parce qu'elles ont leur objectif en tête et elles veulent réussir à coûte que coûte. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment aborder ces personnes, comment leur parler. Donc, en premier, c'est justement de se focaliser sur les résultats, ne pas trop perdre le temps dans les détails. Et en communiquant avec ces personnes-là, il faut plutôt être dynamique, énergique. Donc ensuite, on va voir le profil jaune. Donc ça, c'est l'influent. Ce sont des personnes qui sont aussi extraverties, plutôt enthousiastes, sociables et rassembleurs. Donc leur objectif de travail, c'est interagir avec les autres. C'est travailler en équipe ou avec plusieurs équipes, pouvoir échanger. Ce qui les motive, c'est justement ces échanges, ces interactions positives avec les personnes, le plaisir, l'enthousiasme, la créativité dans le travail. Donc, ce sont des personnes qui vont pas aimer un cadre trop contraignant, des tâches qui sont trop répétitives. Ce sont souvent des personnes qui ont envie de démarrer de nouveaux projets, qui vont justement donner vraiment cette impulsion à démarrer un nouveau projet et qui vont peut-être avoir du mal à le finir ou vont avoir besoin justement d'être accompagnés à passer toutes les étapes du projet, à le finir de A à Z. Et leur défaut, ça peut être parfois le manque de rigueur, la tendance à s'éparpiller un peu plus parmi toutes ces différentes idées, les différents projets, ou un manque de structure. Et comment on peut parler justement à ces personnes-là? C'est parler des choses qui vont l'enthousiasmer, montrer à ces personnes-là qu'on les apprécie, qu'elles ont une vraie place au sein de l'équipe. Pourquoi pas les faire rêver et surtout leur donner la parole.
Ce sont souvent des personnes qui vont vouloir faire des présentations. Quand on travaille sur un projet, ce sont les personnes qui vont présenter l'avancement de projet auprès de la direction, etc., qui vont communiquer sur les objectifs. C'est vraiment ce qu'elles adorent faire. Et ensuite, donc les deux autres couleurs, le vert et le bleu, donc là, c'est plutôt des personnes qui sont introverties. Donc, d'abord, le type stable. Donc, les personnes de type stable, ce sont des personnes bienveillantes, compréhensives, patientes. Leur objectif de travail, c'est assurer l'harmonie. Déjà, assurer l'harmonie au sein de l'équipe, et aussi dans leur travail, dans les tâches. Ce qui les motive, c'est l'équipe, la coopération, de travailler avec les autres, mais toujours dans un environnement stable. Ce sont des personnes qui ont besoin de sécurité et qui n'aiment pas trop les changements, ou en tout cas les changements brusques. Et comment on va leur parler? Il faut justement les rassurer. Par exemple, quand on a un changement d'organisation ou un nouveau projet qui arrive, il faut les rassurer, essayer de trouver des choses similaires dans ce nouveau projet avec ce qu'ils connaissent déjà. Par exemple, dire oui, il y a un nouveau projet, mais ne t'inquiète pas, les étapes du projet, c'est exactement ce qu'on a vu déjà avant. C'est ce que tu as l'habitude de faire. Ou tes tâches sur ce projet seront les mêmes. Donc, tu vas avoir les mêmes responsabilités que tu as déjà eues. On peut parler peut-être des défauts. Ce sont des personnes qui sont parfois indécises, qui se remettent souvent en question et qui n'osent pas fixer les limites, qui ont du mal à dire non, parfois. Et donc, quand on leur parle, il faut plutôt être dans une énergie douce et leur montrer qu'elles ont leur place au sein de l'équipe et qu'elles comptent. Et ensuite, on va avoir le type bleu, donc les conformistes. Donc là, ce sont des personnes plutôt qui sont précises, analytiques, prudentes. Leur objectif, c'est de faire les choses correctement. Donc, ce qui les motive dans le travail, c'est justement la qualité, le travail bien fait et aussi la reconnaissance de leur expertise. Leurs défauts, ça peut être qu'elles sont trop critiques, qu'elles ont peut-être tendance à suranalyser, à beaucoup analyser et ne pas agir, ne pas se lancer justement. Et elles peuvent aussi paraître un peu froides ou en manque d'empathie, c'est possible. Et comment il faut parler à ces personnes-là? C'est justement être vachement précis. Quand on veut présenter une nouvelle tâche, un nouveau projet à ces personnes-là, c'est donner le plus de détails possible. Donner une structure, dire quelles sont les étapes, par quoi on va passer. Aussi, pourquoi pas leur laisser du temps de réflexion et leur laisser un espace de poser leurs questions après. Parce que ce sont des personnes qui vont d'abord justement analyser la situation et après elles vont vous demander des questions quand elles ont besoin de précision, mais un peu plus tard. Elles adorent rentrer dans les détails et suivre un ordre logique. Voilà, avoir une structure, un process de travail, etc. Donc, est-ce que déjà comme ça, pour ceux qui n'ont pas fait le test, est-ce que vous vous êtes reconnus dans un des profils un peu plus que les autres? Je sais pas. Moi, je me positionnerais entre stable et conformiste. Mhm. Parce que voilà, conformiste parce que je suis dans la data analyse, donc je suis très très analyste, donc Ouais. j'ai beaucoup de temps pour examiner la qualité du travail, la qualité des analyses que je fais, etc. Et la stabilité parce que j'aime bien travailler pareil dans un environnement sain, être
dans une certaine harmonie dans l'équipe, etc. Donc, je pense que je me mettrai dans cette position. Et je pense que d'après les réponses que j'avais données, ça serait dans ce spectre-là, oui. Ok, donc ça correspond bien. Ouais. Super, merci. Du coup, ayant dit tout ça, je voulais vous préparer un petit exercice, justement pour voir. Imaginez que vous êtes un manager et vous avez la possibilité de présenter un nouveau projet à chaque collaborateur de votre équipe individuellement. Et essayez de trouver donc 2 questions, 2 réactions que peut se poser chaque profil. Donc par exemple, quand on présente un nouveau projet à un profil de type dominant, qu'est-ce que le dominant va pouvoir nous poser comme question ou qu'est-ce qu'il va se demander? Quelle est la deadline, du projet ou de l'action? Exactement. Quelle est la deadline? Quel est l'objectif? Ouais, quels sont les objectifs à atteindre, ouais. Exactement. Et aussi, par exemple, la personne, elle va demander, est-ce que j'ai assez de liberté pour décider comment faire? En fait, pour lui, ça va être important d'avoir une certaine autonomie. Donc, on va lui dire, je dis n'importe quoi, ton objectif, c'est d'avoir 5 nouveaux clients à la fin du mois. Mais en fait, tu es libre d'organiser ton emploi du temps. Si tu veux faire des rendez-vous clients, si tu veux voir tous les 5 dans la première semaine, c'est à toi de faire. Et justement, il va adorer avoir ce contrôle-là, avoir cette autonomie et cette liberté d'avancer comme il le souhaite. Ensuite, la personne de type influent, qu'est-ce que vous pensez que elle pourrait demander ou qu'est-ce qu'elle peut se poser comme question? Je rappelle, l'influence, c'est celui qui est sociable, enthousiaste, qui adore communiquer, etc. Donc là, je vous ai trouvé des exemples. Donc, par exemple, ouais, il va demander avec qui je vais collaborer. Donc, justement, quelles sont les personnes? Parce que il est déjà en train d'imaginer, ah, c'est super, en fait, pour ce projet-là, je vais avoir besoin d'un tel, et j'adore lui parler, donc, etc., etc. Ou il va se demander, est-ce que je vais pouvoir proposer de nouvelles idées? Est-ce que, par exemple, ce projet-là, je sais pas, est-ce qu'il va pouvoir vraiment montrer sa créativité, proposer de nouvelles choses, pourquoi pas une nouvelle approche, un nouveau process, enfin, je sais pas, mais est-ce qu'il y aura une occasion d'innover? Ensuite, on a le profil conformiste. Donc ça, c'est le profil bleu. À votre avis, qu'est-ce qu'il va nous poser comme question? Ça va être un truc par rapport au changement, si c'est pas trop radical par rapport à ce qu'il a fait jusqu'ici ou ce genre de choses, j'imagine. Il Alors, n'aime pas le changement. ça c'est le vert. Ça, c'est Ah, c'est le plutôt le vert, vert. pardon. Ouais, c'est le vert qui va chercher la stabilité, justement, qui a ce profil-là. Je pense qu'il va Euh, demander peut-être des détails sur le projet. exactement. En fait, le conformiste, c'est celui qui va vous demander est-ce qu'il a. C'est celui qui va vous demander le plus de détails, je pense, qui va vous demander le plus d'infos. Et justement, là, c'est plus lui fournissez des infos, plus il va se sentir en confiance de mener à bien ce projet. Donc, il va vous demander quelle est la procédure à suivre. Si est-ce qu'il y a, par exemple, déjà un découpage de projets en plusieurs tâches, des choses comme ça. Et est-ce qu'il a toutes les infos nécessaires pour démarrer?
Donc, il va peut-être réfléchir de son côté-là. Il va vous demander, oui, mais alors là, ok, mais attends, pour faire ça, j'ai besoin. Il va déjà voir toutes les étapes du projet en avance et tout ce dont il a besoin à chaque étape de projet. Donc voilà, le plus de détails, enfin fournir le plus de détails possible, c'est là où vous allez lui parler, vous savez le rassurer. Et justement, en dernier, donc le profil vert, donc ça c'est les personnes stables, bah, ces personnes justement vont essayer de trouver les similitudes avec les projets similaires. Donc est-ce que c'est quelque chose qui a déjà ressemblé à un projet qu'on a fait par le passé? Ou comment ce projet va impacter l'équipe? Est-ce qu'il y aura des changements d'organisation dans l'équipe ou est-ce que je vais toujours travailler avec les mêmes personnes que je connais bien, etc. Ou même, il va pouvoir vous demander, par exemple, est-ce que mon rôle restera le même? Ou est-ce que vous demandez de nouvelles compétences de ma part, des choses comme ça? Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle jusque-là, si ça vous paraît clair. Et donc, le Ouais. manager bienveillant, il est en quelle couleur? Qui? Le manager bienveillant, il doit être en quelle couleur, idéalement? Bah, en fait, tu peux être dans tous les types et rester quand même bienveillant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. En Tout fait, dépend du dosage. je me suis posé la question, est-ce que même les personnes de type stable, elles peuvent être managers? Je pense que oui. Je pense que ce sont peut-être des personnes qui vont justement être le plus dans la bienveillance et dans l'écoute. Mais enfin, si elles arrivent à justement à mener les objectifs, à remplir les objectifs, à être là, elles peuvent être managers. Pour moi, Tout à tous fait. les quatre types peuvent être managers. Ok, Et c'est quelque chose donc qui là, compte. oui, Oui, mais je demandais, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup par métier. Par exemple, Sarah, Marie et moi, on est plutôt Jaune jaune et vert. vert. Lia disait qu'elle était plutôt bleue. Les enfants d'enfants étaient plutôt rouge. Est-ce que du coup, ouais, ça définit vraiment notre métier où on peut être agent d'affaires et être vert, quoi. ouais. Oui, c'est sûr. Moi aussi, quand j'ai fait le test, moi, je suis plutôt bleue. Enfin, même sans avoir fait le test, Mm. je me suis de suite reconnue là-dedans, parce que je suis plutôt introvertie, etc. Et vraiment dans cette analyse, etc. Mais par exemple, ce qui m'a surpris, j'ai fait le test il y a quelques années et j'avais aussi quelques traits rouges. Et voilà. Et après, c'est aussi ce qu'il faut voir, c'est comment les personnes vous perçoivent. Parce que peut-être que vous montrez pas toutes vos facettes. Moi, je pense que ma partie rouge, je la montre pas trop. Mm. Mais c'est vrai que je suis motivée par la réussite, enfin, ça me parle d'avoir un objectif, d'être dans l'action, etc. Mais je vais pas trop le montrer. Ouais, bah après, j'imagine aussi que c'est des choses, si on le fait à 10 ans d'écart, on va pas avoir le même résultat. Je suppose C'est que clair. ça va évoluer aussi. Et Oui, je pense que j'imagine que notre métier, il doit un petit peu, enfin, avoir un impact sur nous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a des couleurs un peu similaires. C'est que il y a notre personnalité, mais il y a notre métier qui va influer sur notre personnalité. Et du coup, on va peut-être plus s'orienter vers les réponses qui vont nous amener vers du jaune et du vert parce qu'on a un métier qui fait qu'on doit être plus à l'écoute, plus sociable, plus, je sais pas, plus enthousiaste parce que c'est ce qu'on nous demande aussi par rapport à notre poste. Donc, j'imagine qu'on doit répondre aussi un peu en ce sens des fois oui, aux réponses. oui, c'est clair. C'est clair. Donc là, je vous ai présenté, enfin, je vous ai préparé un petit résumé justement de comment s'adresser aux quatre types. Donc, quand vous avez un type dominant en face de vous, voilà, allez droit au but,
parlez des objectifs, de résultats, et ne vous perdez pas trop dans les détails. Quand vous avez un influent, vous valorisez l'opportunité de travailler en équipe et vous pouvez l'impliquer dans l'animation et la communication autour de ce projet. Quand vous avez un conformiste, on le disait déjà, fournissez le plus de données précises, une documentation claire, ou même, pourquoi pas, lui proposer de faire de la documentation quand elle n'existe pas, et lui donner un peu de temps de réflexion et de poser ses questions plus tard. Et quand vous avez un stable, c'est valoriser sa contribution au sein de l'équipe et surtout de le rassurer sur tout ce qui concerne la stabilité des tâches ou l'équipe avec qui il va travailler, tout simplement. Mais je pense que cette méthode, ça va vous aider, comme je disais, peut-être même à travailler entre vous en tant que l'équipe, même si vous n'êtes pas forcément manager d'une équipe, mais vous travaillez avec des personnes et surtout quand vous travaillez avec les mêmes personnes, vous avez, vous connaissez bien les profils, vous connaissez bien un peu les personnalités et ça va pouvoir justement vous aider à comment adapter votre discours pour mieux se comprendre et pour mieux motiver la personne en face de vous, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Et on passe à la suite. Ok. Une question, est-ce que tu conseillerais aux managers de faire le test du coup de leurs équipes? Par exemple, quand elles ont une nouvelle équipe ou quand elles arrivent dans une nouvelle entreprise. Ouais, c'est une bonne question. Enfin, je sais pas si on le fait de manière ouverte comme ça, mais pourquoi pas le proposer comme un style d'atelier de type team building? Moi, ça m'est déjà arrivé, alors il y a super longtemps quand j'ai été stagiaire. J'ai bossé en Autriche. Et là, on nous l'a proposé justement. On a fait ce type d'atelier où bah, on a fait ce test et on nous a mis dans ces catégories-là. Et c'était le jaune, le rouge, le bleu, le vert. C'était sur un thème de Beatles, alors rien à voir, mais genre le rouge c'était John Lennon, le jaune c'était Paul McCartney et je sais plus le Ringo Starr c'était qui. Enfin bref, et ce qui était drôle c'est qu'on était une équipe hétérogène, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une personne rouge, une personne jaune, genre deux bleus, un vert. Enfin on était vraiment complémentaires. Parce qu'après je sais pas ce qui est mieux. Je sais pas, est-ce que c'est mieux d'avoir toutes les personnes un peu similaires dans une équipe ou est-ce que c'est bien d'avoir justement des personnes hétérogènes et de constituer l'équipe de plusieurs personnalités? Je ne saurais pas vous répondre. Par exemple, dans ma précédente expérience, je travaillais en binôme. Mon binôme, il n'a pas passé le test, mais clairement, c'est quelqu'un de jaune. C'est un mec qui adore travailler, qui adore parler, qui adore présenter. Mhm. Alors que moi, j'ai été plutôt bleu. Et je trouve qu'on se complémentait super bien. Parce que lui, peut-être qu'il n'aurait pas pensé à tous les détails, alors que moi, j'étais là justement à être un peu plus dans ma méthode, dans mon détail, à être sûr que toutes les étapes sont respectées, etc. Et lui, il était là justement dans la promotion, dans comment on avance, comment on motive aussi les personnes externes d'autres équipes à travailler avec nous. Donc, c'était super intéressant cette collaboration-là et on était complémentaires, on avançait bien. Ok, je sais pas si vous avez d'autres questions sur ce thème-là. Non, c'est bon pour moi. Donc là,
On arrive vers la fin, donc là je réponds juste à une question qu'on avait aussi pendant le podcast avec Philippine, c'est est-ce que la bienveillance en gros peut être vue comme une faiblesse? Parce que souvent les managers peut-être ils ont peur de montrer qu'ils sont à l'écoute, etc. Mais en fait la bienveillance pour moi elle devrait pas être synonyme de laxisme ou de comportement permissif. C'est pas parce que on est plus à l'écoute des collaborateurs qu'on va leur dire bah non en fait tu as des difficultés donc tu peux pas finir ton projet à temps. Non, on a toujours des objectifs. On doit remplir nos objectifs qui doivent rester réalistes et réalisables et voir comment on peut s'adapter. Le manager, il est là vraiment pour poser un cadre clair, pour responsabiliser les personnes, pour prendre des décisions fermes quand il le faut, pour gérer les conflits quand il le faut, mais tout en restant attentif, à l'écoute, etc. Donc, c'est par exemple quand la personne elle te dit qu'elle a du mal à avancer, c'est justement voir ce qui bloque, voir comment on peut l'aider. Mais tout en répétant, enfin tout en ayant comme objectif de tenir les délais. Donc c'est voir comment on peut y arriver, comment on peut y parvenir à remplir les objectifs, à rendre le projet à temps. Ben voilà. Après, je pense que si on a les valeurs en tête, c'est vraiment l'écoute, les valeurs de la bienveillance. C'est l'écoute, le respect, l'équité. Euh, voilà, si on communique de manière non violente avec les personnes, ça devrait bien se passer. Et pour terminer, du coup, c'est pourquoi on voudrait avoir du management bienveillant. Bah parce que grâce au management bienveillant, on a des collaborateurs qui sont heureux. Et qui dit collaborateur heureux, bah, c'est un collaborateur qui est 6 fois moins absent, 2 fois moins malade, qui est 9 fois plus loyal et qui est plus productif et plus créatif que la moyenne. Donc franchement, ça, pour moi, ça paye. Rien que pour ça, je vous encourage à manager vos équipes avec plus de bienveillance. Ou en tout cas interagir avec plus de bienveillance, même avec vos collègues, avec des prestataires externes, avec les équipes externes, avec toutes les personnes que vous rencontrez. Mais même dans la vie personnelle, d'ailleurs, hein, c'est une valeur qu'on devrait Bah tous oui, développer davantage. Hein. C'est c'est vrai. clair. Enfin, après, je vais pas aborder l'éducation bienveillante, etc. Mais c'est vrai que ça, en fait, c'est à transposer partout, ouais, dans la vie. Est-ce que ça peut être une question aussi de génération? Est-ce que la bienveillance, elle est vue de la même façon pour des personnes proches de la retraite que pour des personnes, les juniors qui viennent de commencer sur le marché du travail, quoi? Peut-être c'est une question d'éducation, clairement. Je pense que les jeunes, ils sont beaucoup plus aujourd'hui dans l'écoute. C'est peut-être lié aussi à l'éducation on est un peu moins dans cette éducation punitive, etc. Donc même le manager, c'est quelqu'un. Enfin, je pense qu'avant, peut-être il y a 30 ans, le manager pouvait nous faire peur. Enfin, c'est cette figure d'autorité, un peu comme un parent. Et aujourd'hui, le manager, il est plutôt vu comme quelqu'un qui t'accompagne, qui t'aide à grandir, quelqu'un à qui tu peux parler, voilà, de manière un peu plus ouverte, qui est là pour t'accompagner clairement. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Ouais, mais moi, j'ai je pense ça aussi, en effet. Je pense que les génération X est un peu différente à manager. Je pense que les nouvelles générations
de toute façon, même, je pense que dans les méthodes d'éducation, en fait, ils n'ont pas eu justement d'éducation punitive, c'était pas la même. Aujourd'hui, on est déjà, même Mm. en tant que parents, on est plus dans l'écoute. Pas que nos parents, mais peut-être que nos grands-parents. En tout cas, on nous demande d'être aussi plus dans l'écoute. Cette méthode de management bienveillant, comme le disait Stéphanie, c'est vrai que ça s'applique dans la vie de tous les jours. On nous le demande aussi en tant que parents à être comme ça aujourd'hui, quoi. C'est plus du management à l'ancienne ou de l'éducation à l'ancienne. Envers les enfants, on nous demande de les écouter, les accompagner, de leur expliquer les choses, le pourquoi Mm. du comment. Avant, on disait c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, du coup, forcément, quand ils arrivent dans le monde du travail, s'ils se retrouvent avec les anciennes méthodes de management, ben, ils se retrouvent confrontés à quelque chose qu'ils connaissent pas et ça crée, je pense, une barrière aussi. Donc, évidemment qu'il faut mettre en place du management bienveillant, surtout sur ces nouvelles générations qui, je pense, ne savent pas comment réagir s'ils se retrouvent face à un management plus direct comme ça a été pendant longtemps avant qu'on arrive sur le marché du travail, nous, plus jeunes, même si moi je suis partie des vieilles maintenant. Ben non, non. Moi, je pense qu'un Cathy, bon manager devrait déjà de base être une bonne personne. C'est mon avis, mais quand on a un mauvais caractère et qu'on n'adhère pas et qu'on veut pas avancer, il y a beaucoup de managers comme ça malheureusement. Et du coup, que ce soit génération X, Z ou quoi que ce soit, c'est très très difficile de faire passer une personne comme ça. Donc, il faut apprendre déjà personnellement à être plus bienveillant, enfin, pardonner, accepter, être plus sociable avant de s'engager dans du management. Parce que sinon, tu vas plomber l'ambiance à l'équipe et pas faire avancer les projets. Donc, le trait de caractère, pour moi, ça influe aussi. Donc, il faut aussi faire des efforts parce qu'il y a plein de... Enfin, moi, j'ai connu aussi des amis qui ont eu des managements vraiment toxiques. Et c'est des gens Mm. qui suivaient très bien des cours, etc., de management et qui pensaient qu'ils expliquaient bien les choses. Mais en fait, c'était leur caractère qui était absolument voilà, exécrable et du coup, ça marchait pas. Donc, il faut aussi mettre du sien en termes de, voilà, de caractère et de socialisation. à titre personnel, je ne sais pas si j'ai un management bienveillant, mais moi, je fais pour les autres ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Et donc, moi, j'ai toujours cette réflexion de me dire comment moi, j'aimerais que mon manager me traite, comment moi, j'aimerais être considérée dans cette situation. Et c'est ce qui guide un peu ma méthodologie de management, si j'ai une méthodologie particulière. Mais en tout cas, je me mets toujours à la place de l'autre en me disant comment moi, j'aimerais qu'on traite ce problème ou comment moi, j'aimerais qu'on m'adresse à un tel ou tel sujet ou qu'on communique avec moi. Et c'est comme ça que j'ai tendance à faire avec les équipes que j'ai pu manager, quoi. Mhm. Ça dépend si tu es plus stable, C'est influent, ça. etc. Ouais. Ouais. Il y a des personnes aussi, des managers, je pense que dès qu'ils commencent à avoir beaucoup de pression, euh, ils voient plus l'humain, ils Oui, voient peuvent ils voient répercuter plus sur les équipes, bien sûr. exactement. Ils Mm. sont peut-être plus dans cet esprit-là, cet esprit rouge, le profil rouge, mes objectifs, je dois les remplir, j'ai des ressources. Et en fait, tu prends ton équipe comme des ressources et pas vraiment comme des personnes. Et Mais ça après, peut heurter, hein. c'est là aussi que être manager, c'est un vrai job. C'est Ah, pas que mais je vois beaucoup, complètement. moi, voilà, dans les sociétés dans lesquelles j'ai pu aller, où bah, tu es promu manager parce que finalement, il faut un team Parce que leader tu dans es un l'équipe et que, expert. Ouais. voilà, tu es un expert, Mm. etc. Et en fait, c'est pas parce que tu es très bon d'un point de vue expertise, mais ça fait pas forcément de toi un bon manager. Donc, c'est pour ça qu'il y Exactement. a aussi des formations en management qu'il faut absolument, et les managers aussi, et moi, je l'ai fait beaucoup dans des grosses structures, ça s'accompagne. Ça, Mm. faut l'accompagner dans son management, surtout quand on a des grosses équipes. Et donc, justement, cette pression, ça s'apprend aussi à se gérer et à pas Ouais. se répercuter directement voilà, sur les équipes du dessous, hein. Mm. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent, qui sont souvent dites, mais c'est vrai que on dit que c'est pas une promotion en soi. Souvent, on voit ça sur LinkedIn, les gens qui disent le management, c'est pas une promotion, c'est une compétence. Mais c'est vrai que de temps en temps, dans les entreprises, on a tendance à l'oublier. Quand il y a quelqu'un il faut faire le monter d'un poste, on lui dit, bah tiens, tu vas faire du management. Genre, en gros, c'est pour te faire plaisir, on va te faire du management, mais on le forme pas. Et quand il arrive sur le poste, bah, on a des drôles de surprises parce que du coup,
il sait pas comment faire et en fonction, il y en a instinctivement qui vont y arriver parce que c'est aussi un petit peu dans leur personnalité, Oui, c'est mais ça. il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'être accompagnés pour arriver à avoir cette compétence-là qui est pas innée chez tout le monde, quoi. Et à contrario, il y en a qui font le choix justement de ne pas manager d'équipe parce qu'ils Et pensent oui. ne pas avoir le caractère ou voilà, la personnalité leur permettant de faire correctement cette fonction. Mm. Oui, parce que c'est difficile. C'est comme tu dis, tout le monde ne peut pas le C'est faire. ça. Et il y en a qui préfèrent vraiment rester dans leur expertise et qui ne sont pas du tout Mm. intéressés par le management. Donc, Tout à fait. Et des fois, ok. le management de l'entreprise, c'est vu que, voilà, comme une promotion même Ouais. salariale, alors que l'expertise, moins. Donc, il y en a qui, Mm. voilà, vont peut-être faire le choix de, entre guillemets, monter d'un grade dans le choix de son management malgré eux. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'entreprise, le management, c'est la personne qui est la mieux payée, Oui, puis c'est aussi un positionnement dans la société. Moi, parfois, je Mm. rencontre des gens, quand tu leur demandes ce qu'ils font, ils te disent bah, je suis manager chez Airbus. Ben, tu es manager de quoi? Enfin, tu es manager d'une personne, de 50 Mm. personnes. C'est quoi ton service? C'est quoi ton Mm. domaine d'expertise? Pour les gens, être manager, c'est aussi un statut social. Donc, Mm. il y a Mm. aussi la manière dont on Ouais, se c'est ça. présente. Ok. Bon, en tout Ouais. cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez C'était très appris des C'est très nouvelles intéressant, sympa. choses. ouais. Ouais, très sympa. Très J'ai trouvé. intéressant. Merci Nina. On Moi, va personnellement, envoyer le j'ai lien à tout une. le monde, Nina. Ouais. On va faire le test à tout le monde. sur ce petit peu, Ouais, je pense qu'on va envoyer le lien pour que tout le monde puisse le faire. C'est bien aussi on apprend sur soi aussi en faisant ce test, finalement, de savoir un petit peu qui on est et on va le manager aussi. comment on veut être managé, ouais. Mm. Mm. C'est Ou vrai. même de connaître ton manager. Enfin, moi, je vois clairement que certains managers qui sont plus dans le bleu, par exemple, tu sais aussi comment s'adresser à eux. Et ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc, ok. Ben, Merci merci en tout beaucoup, cas de Nina. Ouais. Ouais, merci, Nina. Merci de Nina, votre bonne temps fin de journée. Merci. et Merci. à bientôt. Au Bonne revoir. journée, bon week-end. Passez un bon Ciao. week-end.